Saviez-vous que certains des noms les plus reconnus au monde ont utilisé des stratégies fiscales complexes pour réduire considérablement leurs impôts? Ce n'est pas une supposition, c'est une réalité documentée dans de nombreux cas qui affectent des milliards de dollars de revenus à l'échelle mondiale chaque année. L'une des méthodes les plus récurrentes est d'établir des sociétés écrans ou des fiducies dans des juridictions à faible ou nulle imposition. Ces nations, souvent de petites îles, offrent un cadre juridique qui protège la confidentialité des bénéficiaires et minimise les obligations fiscales de manière drastique. Prenons l'exemple d'un célèbre footballeur mondialement reconnu qui réside dans un pays européen avec des taux d'imposition élevés sur les revenus personnels. Ce sportif pourrait établir une entreprise dans les îles Vierges britanniques pour recevoir ses droits à l'image et ses parrainages multimilliardaires. Au lieu que ces millions d'euros arrivent directement sur son compte personnel dans son pays de résidence, ils transitent d'abord par l'entreprise dans le paradis fiscal. Légalement, c'est la société offshore qui génère ses revenus grâce à l'exploitation de la marque personnelle du sportif, dissociant le revenu de l'individu. Ensuite, l'entreprise dans le paradis fiscal peut prêter de l'argent au sportif ou lui distribuer des fonds sous forme de dividendes ou de salaire minimum. Cela est imposé à un taux beaucoup plus faible, voire exonéré, dans la juridiction du paradis, réduisant considérablement sa facture fiscale totale. Un cas notoire a été l'enquête des Panama Papers en 2016, où des milliers de sociétés offshore et leurs propriétaires ont été révélés. Ces documents divulgués ont exposé comment des personnalités comme Lionel Messi ou Gabriel Heinz utilisaient ces structures pour gérer leurs revenus et leurs actifs. Cela ne signifie pas nécessairement que toutes ces actions sont illégales, car elles évoluent souvent dans une zone grise de la légalité, profitant des lacunes juridiques. C'est ce qu'on appelle l'évasion fiscale, contrairement à la fraude fiscale qui est directement illégale et entraîne des peines sévères. L'évasion exploite les failles du système, tandis que la fraude l'ignore complètement, bien que la ligne entre les deux puisse être très mince pour le citoyen ordinaire. Les implications éthiques de ces pratiques font l'objet d'un débat constant, car on perçoit un manque d'équité lorsque les riches payent moins d'impôts. De plus, ces flux d'argent vers les paradis fiscaux affectent directement la perception des impôts des pays. Cela limite les fonds disponibles pour les services publics essentiels tels que l'éducation, la santé et l'infrastructure dans les nations. L'ampleur des fonds cachés dans les paradis fiscaux est stupéfiante, avec des estimations qui varient entre 20 et 32 billions de dollars par an. Cela se traduit par moins d'hôpitaux, moins d'écoles et une inégalité sociale accrue car la charge fiscale pèse de manière disproportionnellement sur la classe moyenne. La coopération internationale et l'échange d'informations fiscales impulsés par les initiatives de l'OCDE visent à accroître la transparence. Néanmoins, les conseillers fiscaux et les avocats spécialisés continuent de trouver de nouvelles façons d'optimiser la charge fiscale pour leurs clients à haut patrimoine. Cela crée une course à l'armement juridique constante entre les autorités et ceux qui cherchent à éluder l'impôt de manière ingénieuse. La pression internationale augmente pour combler ces lacunes, mais le chemin vers l'équité fiscale mondiale est long et complexe. Une autre tactique courante consiste à transférer la résidence fiscale vers des pays qui offrent des avantages fiscaux importants aux personnes à haut pouvoir d'achat. C'est différent des paradis fiscaux dans le sens où la personne déménage réellement et établit sa vie dans ce nouveau pays. Prenons le cas d'un pilote de Formule 1 comme Lewis Hamilton qui réside à Monaco depuis une grande partie de sa carrière. Monaco est célèbre pour ne pas appliquer d'impôt sur le revenu à ses résidents, ce qui permet aux pilotes de conserver la totalité de ses revenus sans déduction fiscale. Si ce pilote gagnait des dizaines ou des centaines de millions de dollars par an, en tant que résident monégasque, ses revenus ne seraient pas soumis à l'impôt sur le revenu à Monaco. Pour que ce changement de résidence soit légitime, la personne doit démontrer un lien véritable avec le nouveau pays, en y passant la majeure partie de l'année. Elle doit également posséder des biens, des comptes bancaires importants et établir des liens familiaux ou sociaux dans la nouvelle juridiction pour valider sa résidence. Cependant, les autorités fiscales des pays d'origine sont de plus en plus strictes lorsqu'elles enquêtent sur l'authenticité de ces déménagements. Elle cherche à vérifier qu'il ne s'agit pas d'une résidence purement fictive, mais d'un changement réel et substantiel de centre de vie et d'intérêt économique. Dans certains cas, des litiges juridiques ont eu lieu où les pays d'origine, comme l'Espagne ou la France, ont fait valoir que le centre de vie de l'individu restait dans le pays d'origine.
Cela a conduit à la perception d'impôts rétroactifs de plusieurs millions de dollars et à des amendes substantielles, comme cela a arrivé à Cristiano Ronaldo ou à la chanteuse Shakira en Espagne. Ces cas soulignent l'importance de la substance économique sur la forme juridique en droit fiscal international où la réalité prévaut. Outre Monaco, d'autres pays comme Andorre, les Émirats arabes unis et la Suisse offrent des régimes fiscaux attractifs qui ont attiré de nombreuses célébrités. Malte, par exemple, a mis en place des programmes de résidence et de citoyenneté par investissement qui permettent d'obtenir la résidence en échange d'un investissement important. Cela leur donne la possibilité de profiter d'un régime fiscal favorable, qui peut inclure des taux d'imposition réduits ou des exonérations pour certains types de revenus. Ces programmes de visa doré ont fait l'objet de controverses en raison des préoccupations concernant le blanchiment d'argent et l'intégrité de l'espace Schengen en Europe. Mais il reste une option attrayante pour l'optimisation fiscale des personnes fortunées et disposant d'un patrimoine considérable. La transparence est essentielle ici et son absence est ce qui suscite des soupçons et des procédures judiciaires de la part des autorités fiscales. La transparence est essentielle ici et son absence est ce qui suscite des soupçons et des procédures judiciaires de la part des autorités fiscales. L'authenticité du changement de résidence est un point crucial car la simulation peut entraîner de graves conséquences juridiques et économiques. Les gouvernements renforcent le contrôle de ces mouvements migratoires d'élite pour garantir le respect des obligations fiscales. Les dons à des fondations ou à des causes caritatives peuvent également être utilisés pour obtenir des avantages fiscaux substantiels. Cela est particulièrement vrai dans les pays où les contributions caritatives sont déductibles des impôts sur le revenu brut des particuliers. Un acteur hollywoodien avec des revenus annuels de dizaines de millions de dollars pourrait créer sa propre fondation caritative. Il pourrait ensuite faire des dons importants, voire des millions de dollars, à cette entité de manière légale. Bien que l'argent soit destiné à une noble cause, ces dons peuvent réduire considérablement son revenu imposable. Cela diminue le montant de l'impôt sur le revenu qu'il doit payer au fisc chaque année. De plus, la personne qui contrôle la fondation, qui est souvent le donateur lui-même, peut conserver un certain degré d'influence sur la façon dont ces fonds sont utilisés. Cela s'observe chez de nombreuses célébrités qui, en plus de leur travail artistique, deviennent des philanthropes, créant des fondations qui portent leur nom. Cette méthode est largement utilisée et lorsqu'elle est appliquée correctement, c'est une pratique totalement légale et encouragée par de nombreux gouvernements. Cependant, dans certains cas, on a cherché à savoir si ces fondations remplissent réellement leur objectif caritatif. On cherche également à savoir si elles sont utilisées principalement comme des véhicules d'évasion pour détourner des fonds de manière opaque. Des situations ont été documentées où des fondations caritatives ont été accusées de manquer de transparence dans leurs dépenses. Elles ont également été accusées de détourner des fonds au profit personnel des fondateurs ou de leurs proches. Le contrôle du public et des autorités est de plus en plus important pour éviter que ces entités nous deviennent de simples boucliers fiscaux. La fondation Trump, par exemple, a été dissoute suite à des accusations d'utilisation abusive de fonds, ce qui illustre à quel point la ligne peut être floue. Cela démontre comment la frontière entre la philanthropie authentique et l'optimisation fiscale peut devenir floue pour le public. Le manque de transparence peut engendrer des soupçons et des problèmes judiciaires, même en l'absence d'évasion directe. Les règlements pour les organisations à but non lucratif sont stricts, mais la surveillance et l'application de ces lois varient considérablement d'une juridiction à l'autre. Cette variabilité crée des opportunités d'abus, en particulier dans les juridictions où le contrôle réglementaire est moindre. La philanthropie est fondamentale pour la société, mais lorsqu'elle est mêlée à des stratégies fiscales agressives, elle peut susciter la méfiance des donateurs. Les gouvernements intensifient la surveillance pour s'assurer que les dons de bienfaisance remplissent leur véritable objectif social. La recherche d'un équilibre entre l'encouragement de la philanthropie et la prévention des abus fiscaux est un défi constant. Les droits à l'image et la propriété intellectuelle sont des actifs incorporels d'une valeur immense dans l'économie mondiale. Ceux-ci peuvent être transférés ou concédés sous licence à des entités situées dans des juridictions fiscalement avantageuses, comme une société offshore dans un paradis fiscal. Ces paradis fiscaux peuvent, au travers de commerces conséquents, générer des revenus importants qui sont imposés à des taux beaucoup plus bas que si le revenu était perçu directement par l'individu dans son pays de résidence. Imaginons un inventeur célèbre qui crée une technologie révolutionnaire générant des milliards de dollars de royalties. Au lieu de percevoir directement les royalties, il pourrait concéder la licence du brevet à une entreprise qu'il possède dans un pays doté d'un régime fiscal favorable à la propriété intellectuelle, comme l'Irlande ou le Luxembourg. Cette entreprise à l'étranger, souvent une filiale de l'inventeur, reçoit alors les royalties millionnaires pour l'utilisation du brevet à l'échelle mondiale. L'inventeur, en tant que propriétaire ou bénéficiaire de cette entreprise, peut alors bénéficier de ses revenus par le biais de dividendes ou de salaires imposés à un taux minimum.
Ce même principe s'applique de manière encore plus notoire aux droits à l'image de sportifs et de célébrités, qui génèrent des revenus stratosphériques. Un footballeur star, comme Neymar, pourrait céder ses droits à l'image à une entreprise qu'il a constituée dans un pays avec des avantages fiscaux, comme le Luxembourg ou Chypre. Les contrats publicitaires avec des marques mondiaux paieraient cette entreprise offshore au lieu de directement aux footballeurs. Cela permet que la majeure partie des revenus provenant des droits à l'image soit imposée dans une juridiction avec des taux minimaux ou inexistants. Ceci au lieu de dans le pays où réside et joue le footballeur, qui aurait des taux beaucoup plus élevés sur ses revenus personnels. Ce type de structure a fait l'objet de nombreuses enquêtes fiscales, notamment dans le football européen d'élite. Des footballeurs de renommée mondiale ont été accusés d'évasion fiscale sur leurs droits à l'image en utilisant ces structures complexes. Les tribunaux espagnols ont exigé dans de nombreux cas le paiement de sommes importantes en imposants payés et amendes significatives, comme cela est arrivé à Xavi Alonso. La clé du litige réside dans la question de savoir si la cession de droits à l'image à la société offshore a été réalisée à un prix de marché équitable. Les autorités fiscales soutiennent que, si la société offshore n'a pas de substance économique réelle, l'opération est une simulation. Cette pratique ne se limite pas aux sportifs. Des musiciens, des acteurs et d'autres artistes avec des marques personnelles fortes ont également fait l'objet d'enquêtes. Ils ont été pointés du doigt pour l'utilisation de structures similaires pour gérer leurs revenus de droits d'auteur et licences de propriété intellectuelle. Les cas de Julio Iglesias ou Bono de U2 ont été mentionnés dans des enquêtes journalistiques sur l'utilisation de sociétés offshore. Ils ont été pointés du doigt pour avoir géré leur fortune et évité le paiement d'impôts dans leur pays d'origine. La clé du litige réside dans la question de savoir si la cession des droits à l'image à la société offshore a été réalisée à un prix de marché équitable. Les autorités fiscales soutiennent que, si la société offshore n'a pas de substance économique réelle, l'opération est une simulation. Cette pratique ne se limite pas aux sportifs. Des musiciens, des acteurs et d'autres artistes avec des marques personnelles fortes ont également fait l'objet d'enquêtes. Ils ont été pointés du doigt pour l'utilisation de structures similaires pour gérer leurs revenus de droits d'auteur et licences de propriété intellectuelle. Les cas de Julio Iglesias ou Bono de U2 ont été mentionnés dans des enquêtes journalistiques sur l'utilisation de sociétés offshore. Ils ont été pointés du doigt pour avoir géré leur fortune et évité le paiement d'impôts dans leur pays d'origine. La clé du litige réside dans la question de savoir si la cession des droits à l'image à la société offshore a été réalisée à un prix de marché équitable. Les autorités fiscales soutiennent que, si la société offshore n'a pas de substance économique réelle, l'opération est une simulation. Cette pratique ne se limite pas aux sportifs. Des musiciens, des acteurs et d'autres artistes avec des marques personnelles fortes ont également fait l'objet d'enquêtes. Ils ont été pointés du doigt pour l'utilisation de structures similaires pour gérer leurs revenus de droits d'auteur et licences de propriété intellectuelle. Les cas de Julio Iglesias ou Bono de U2 ont été mentionnés dans des enquêtes journalistiques sur l'utilisation de sociétés offshore. Ils ont été pointés du doigt pour avoir géré leur fortune et évité le paiement d'impôts dans leur pays d'origine. L'augmentation de la sensibilisation du public et le durcissement des lois fiscales internationales rendent ces structures de plus en plus difficiles à maintenir sans éveiller les soupçons. Cela conduit à un examen plus approfondi de la part des autorités, augmentant le risque d'audit et de sanctions. Une technique sophistiquée utilisée par les individus et les entreprises implique la création de dettes et de prêts entre des entreprises liées. Ces entreprises sont souvent situées dans différentes juridictions fiscales dans le but de déplacer les bénéfices. Le but est de déplacer les bénéfices d'un pays à un autre et de réduire la base imposable dans le pays avec des impôts plus élevés. Prenons l'exemple d'une mégastar de la musique qui possède une société de production de disques et de tournée dans un pays à forte imposition comme les États-Unis. En même temps, cette star possède une autre société holding ou de gestion d'actifs dans un pays à faible imposition, comme l'Irlande ou le Luxembourg. La société de production, qui génère d'importants bénéfices grâce aux concerts et aux ventes, pourrait contracter un prêt à taux d'intérêt élevé auprès de la société holding. Les intérêts payés sur ce prêt sont des dépenses déductibles pour la société de production, ce qui réduit son bénéfice imposable. Dans le même temps, les intérêts perçus par la société holding dans le paradis fiscal sont imposés à un taux beaucoup plus faible. Ces mouvements d'argent, bien qu'en apparence il s'agisse d'un prêt légitime, servent à déplacer les bénéfices à des fins purement fiscales. Les autorités fiscales surveillent de près ce type de transaction, car le taux d'intérêt peut être artificiellement élevé. Cela se fait pour maximiser la déduction dans le pays à forte imposition et transférer davantage de bénéfices à la juridiction à faible imposition. Ceci est connu sous le nom de prix de transfert, un domaine hautement réglementé du droit fiscal international.
Il y a eu des cas célèbres d'entreprises multinationales et pas seulement d'individus faisant l'objet d'enquêtes pour avoir utilisé ce type de structure. Un exemple historique est celui de certaines entreprises technologiques, comme Apple ou Google, accusées de transférer des actifs incorporels de grande valeur. Ces actifs, tels que les brevets ou les marques, sont transférés à des filiales dans des pays à faible imposition. Ensuite, les filiales perçoivent des redevances exorbitantes auprès des entreprises opérationnelles dans les pays à forte imposition pour l'utilisation de ces actifs. Ces redevances deviennent des dépenses déductibles dans les pays où les revenus réels sont générés. Pendant ce temps, dans le pays de la filiale, les redevances sont imposées à un taux minimal, ce qui maximise l'efficacité fiscale. Cette stratégie a permis à ces entreprises de réduire leurs charges fiscales de milliards de dollars au fil de décennies. L'Organisation de coopération et de développement économique a mené des efforts internationaux tels que le plan BPS pour lutter contre ces pratiques. Le plan vise à garantir que les bénéfices soient imposés là où la valeur économique réelle est générée. Cependant, la complexité des opérations multinationales et la créativité des conseillers fiscaux en font une bataille constante. La ligne entre une stratégie commerciale légitime et une stratégie d'évasion fiscale devient de plus en plus floue et sujette à interprétation. Les gouvernements mettent en œuvre de nouvelles réglementations pour faire face à ces techniques sophistiquées d'ingénierie fiscale. L'investissement immobilier, en particulier par le biais de véhicules d'investissement spécifiques, peut offrir des opportunités d'optimisation fiscale. Certains pays ont des programmes de visa dorés ou des incitations fiscales pour les investisseurs étrangers qui achètent des propriétés au-delà d'une certaine valeur. Une célébrité ou un entrepreneur pourrait investir dans des biens immobiliers de luxe dans un pays doté de ces programmes. Ce n'est pas seulement pour diversifier son patrimoine, mais aussi pour obtenir une résidence fiscale avantageuse ou des exonérations sur certains impôts. Les structures de propriété des biens immobiliers peuvent être complexes et conçues pour maximiser les avantages fiscaux et la confidentialité. Au lieu de posséder une propriété directement, une célébrité pourrait l'acquérir par le biais d'une société à responsabilité limitée ou d'une fiducie offshore. Au lieu de posséder une propriété directement, une célébrité pourrait l'acquérir par le biais d'une société à responsabilité limitée ou d'une fiducie offshore. Cela offre non seulement l'anonymat, en cachant l'identité du véritable propriétaire, mais peut également réduire les impôts. Cela peut réduire les impôts sur l'héritage, les gains en capital ou les impôts fonciers selon la législation locale. Il y a eu de nombreux cas où des manoirs de luxe dans des destinations exclusives appartiennent à des entreprises offshore. Ces entreprises sont enregistrées dans les Caraïbes ou les îles anglo-normandes, créant une couche d'opacité impénétrable. Cette opacité rend difficile pour les autorités fiscales le suivi de la véritable propriété et l'application correcte des impôts. Le cas de certains oligarques russes qui ont investi dans des biens immobiliers de luxe à Londres par le biais de sociétés dans des paradis fiscaux a été documenté. Ces reportages révèlent comment des immeubles entiers sont détenus par des sociétés qui, sur le papier, sont la propriété d'autres sociétés dans des juridictions avec des règles de confidentialité extrêmes. Cette opacité rend difficile pour les autorités fiscales le suivi de la véritable propriété et l'application correcte des impôts. Il y a eu de nombreux cas où des manoirs de luxe dans des destinations exclusives appartiennent à des entreprises offshore. Ces entreprises sont enregistrées dans les Caraïbes ou les îles anglo-normandes, créant une couche d'opacité impénétrable. Cette opacité rend difficile pour les autorités fiscales le suivi de la véritable propriété et l'application correcte des impôts. Le cas de certains oligarques russes qui ont investi dans des biens immobiliers de luxe à Londres par le biais de sociétés dans des paradis fiscaux a été documenté. Ces reportages révèlent comment des immeubles entiers sont détenus par des sociétés qui, sur le papier, sont la propriété d'autres sociétés dans des juridictions avec des règles de confidentialité extrêmes. Cette opacité rend difficile pour les autorités fiscales le suivi de la véritable propriété et l'application correcte des impôts. Le cas de certains oligarques russes qui ont investi dans des biens immobiliers de luxe à Londres par le biais de sociétés dans des paradis fiscaux a été documenté. Ces reportages révèlent comment des immeubles entiers sont détenus par des sociétés qui, sur le papier, sont la propriété d'autres sociétés dans des juridictions avec des règles de confidentialité extrêmes. Les gouvernements, comme le Royaume-Uni, s'efforcent de combler ces lacunes en exigeant une plus grande transparence en matière de propriété. Ils cherchent à imposer des impôts plus justes sur ces propriétés, quelle que soit la structure de propriété utilisée. La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme a conduit à la mise en place de registres publics des bénéficiaires effectifs.
bien que leur efficacité reste un défi, des progrès sont réalisés vers une plus grande transparence pour lutter contre l'opacité. L'opacité de la propriété de biens immobiliers n'a pas seulement des implications fiscales, mais peut également faciliter les activités illicites. Cela peut entraîner des distorsions importantes sur les marchés immobiliers des grandes villes, affectant les prix et la disponibilité. La pression internationale s'accroît pour obliger les paradis fiscaux à être plus transparents et coopératifs. La planification de la succession est un domaine où les personnes ayant de grandes fortunes cherchent à réduire la charge fiscale sur leurs héritiers. Les impôts sur le patrimoine ou la succession peuvent atteindre des taux supérieurs à 50% dans certaines juridictions, érodant ainsi l'héritage. Cela peut signifier qu'une partie substantielle d'une fortune est perdue pour l'État au moment de la transmission de génération en génération. Un magnat des affaires pourrait établir une fiducie complexe, également connue sous le nom de trust, dans une juridiction sans impôt sur la succession. Des exemples de telles juridictions sont Jersey ou les îles Caïmans, qui offrent des régimes fiscaux très favorables pour ces véhicules. Cette fiducie, administrée par un fiduciaire, détiendrait ses actifs, tels que des actions, des propriétés ou des collections d'art précieuses. À son décès, les actifs au sein de la fiducie sont transférés aux bénéficiaires sans passer par le processus de succession ou d'héritage traditionnel. Cela permet d'éluder ainsi les impôts associés à l'héritage dans le pays d'origine du défunt. Cela peut signifier une économie de centaines, voire de milliards de dollars pour les familles riches. Une autre méthode courante est la donation d'actifs de son vivant aux héritiers, souvent avec la condition de conserver l'usufruit. Cela réduit la taille de votre patrimoine au moment du décès, ce qui diminue l'assiette fiscale pour les droits de succession. Cependant, les lois fiscales prévoient des périodes de survie pour les donations, par exemple de 5 ou 10 ans. Si le donateur décède pendant cette période, la valeur de la donation pourrait être réintégrée à son patrimoine à des fins fiscales. Cela vise à empêcher les gens de donner tous leurs biens sur leur lit de mort uniquement pour éviter les impôts sur l'héritage. La planification successorale est un domaine hautement spécialisé et juridiquement complexe, qui nécessite des équipes d'experts. Des avocats, des conseillers fiscaux et des gestionnaires de patrimoine travaillent à structurer les fortunes de la manière la plus efficiente possible. L'objectif est de préserver la richesse à travers les générations avec la moindre érosion fiscale possible, parfois sur des siècles. Des cas ont été signalés où des familles riches ont utilisé des fiducies depuis plusieurs générations pour préserver la richesse. Cela leur a permis d'éluder des impôts sur des décennies, en transférant des actifs d'une génération à l'autre avec discrétion. Ces fiducies sont souvent conçues pour être irrévocables, ce qui signifie que les actifs ne peuvent pas être restitués aux donateurs. Cela les place hors de portée des créanciers et des autorités fiscales du donateur, protégeant le patrimoine de manière durable. L'aile visée de ces instruments juridiques complexes souligne la nécessité d'une plus grande transparence fiscale internationale. Ceci est crucial pour éviter qu'ils ne deviennent des véhicules d'évasion fiscale ou de blanchiment d'argent à grande échelle. Les révélations des Paradise Papers et des Pandora Papers ont mis en lumière le vaste réseau de fiducies et de fondations. Ces structures ont été utilisées par des politiciens, des célébrités et des entrepreneurs pour gérer des milliards de fortunes à l'étranger. Certains pays ont mis en place des régimes fiscaux spéciaux pour attirer les personnes fortunées. Ces régimes offrent des exonérations ou des réductions importantes d'impôts pendant une période déterminée. Ces programmes, souvent liés à l'investissement ou à l'acquisition de biens immobiliers, visent à injecter des capitaux dans l'économie locale. Ils ont également pour objectif d'attirer les talents et de dynamiser divers secteurs économiques. Par exemple, le Portugal a un programme pour les résidents non habituels, qui offre un taux d'imposition forfaitaire de 20%. Ce taux s'applique sur certains revenus étrangers pendant 10 ans, ce qui est très attractif pour les riches. Un artiste musical de renommée mondiale ou un entrepreneur technologique pourrait déménager au Portugal et bénéficier de ce taux réduit. Ce taux s'appliquerait aux revenus générés hors du pays, tels que les redevances, les dividendes ou les gains en capital. L'Italie a un régime similaire, connu sous le nom d'impôt de remplacement pour les nouveaux résidents. Il permet d'opter pour le paiement d'un impôt forfaitaire de 100 000 € par an sur tous les revenus générés à l'étranger. Ceci s'applique quel que soit le montant de ces revenus, ce qui est incroyablement attractif pour les milliardaires et leurs conseillers. La Grèce a également lancé son programme de résidence non-dom, permettant un tarif fixe de 100 000 € par an sur les revenus étrangers. Cette option est disponible pendant 15 ans, offrant une stabilité fiscale à long terme aux bénéficiaires. Ces programmes visent à attirer des talents, des investissements et une consommation de haute valeur dans leurs économies, dynamisant ainsi leur marché.
Cependant, ils sont également considérés par certains critiques comme des formes de dumping fiscal ou de concurrence déloyale entre nations. Ils rivalisent pour attirer les plus riches en offrant des conditions fiscales trop laxistes, ce qui peut entraîner une course vers le bas en matière d'impôts. La popularité de ces programmes a augmenté au cours de la dernière décennie, attirant diverses personnalités. Des athlètes retraités aux entrepreneurs prospères, nombreux sont ceux qui ont profité de ces opportunités. Le célèbre pilote de Formule 1, Kimi Räikkönen, a résidé en Suisse, un pays connu pour ses faibles impôts et son attrait pour les athlètes. De nombreux entrepreneurs technologiques qui ont vendu leur start-up pour des milliards ont choisi de s'installer dans ces pays. Ils le font pour protéger leurs gains et maximiser considérablement leur valeur nette. Les implications éthiques de ces programmes font l'objet d'un débat continu entre experts et citoyens. Certains soutiennent qu'ils encouragent l'investissement et la croissance économique, profitant à la société dans son ensemble. D'autres soutiennent qu'ils exacerbent les inégalités et la course vers le bas de la fiscalité mondiale au détriment des moins privilégiés. L'Union européenne a exprimé son inquiétude face à ces programmes, notamment en raison du risque de blanchiment d'argent. Ils ont fait pression pour un examen plus approfondi et une harmonisation fiscale dans l'ensemble du bloc, dans un souci d'équité accrue. Les fiducies discrétionnaires sont des structures juridiques complexes qui permettent aux actifs d'être la propriété d'une fiducie plutôt que directement par un individu. Le fiduciaire a le pouvoir discrétionnaire de distribuer les revenus ou le capital, ce qui confère une grande flexibilité et un grand contrôle. Un entrepreneur pourrait placer ses actifs, tels que des actions de son entreprise ou des biens immobiliers, dans une fiducie discrétionnaire dans une juridiction offshore. Des exemples de ces juridictions sont les îles Cook ou le Liechtenstein, connus pour leurs lois sur la confidentialité et leur faible imposition. Ce faisant, l'entrepreneur n'est plus le propriétaire légal des actifs. La fiducie, gérée par un fiduciaire indépendant, en est le titulaire. Cela peut avoir plusieurs avantages fiscaux, comme la protection des actifs contre les créanciers ou les poursuites judiciaires. Elle offre également une réduction significative des impôts sur le revenu, les gains en capital et l'héritage. Cela est dû au fait que les actifs ne sont pas directement attribués à l'individu, ce qui rend difficile pour les autorités fiscales de les taxer. Les bénéficiaires de la fiducie, qui peuvent être les enfants, les petits-enfants ou même les générations futures de l'entrepreneur, reçoivent des distributions à la discrétion du fiduciaire. Cette discrétion permet de contrôler le moment et le montant des distributions pour optimiser la charge fiscale. Si les distributions sont effectuées à un moment fiscalement favorable ou à des bénéficiaires dans des juridictions à faible imposition, la charge fiscale globale est minimisée. La complexité de ces fiducies rend extrêmement difficile pour les autorités fiscales de suivre la vraie propriété et le flux des fonds. Ceci est aggravé si le fiducier et les actifs sont situés dans différentes juridictions dotées de lois strictes sur le secret bancaire et la confidentialité. Des cas ont été rapportés où des familles fortunées ont utilisé des fiducies pendant plusieurs générations pour préserver leurs richesses. Cela leur a permis d'éluder les impôts pendant des années en transmettant des actifs d'une génération à l'autre avec discrétion. Ces fiducies sont souvent conçues pour être irrévocables, ce qui signifie que les actifs ne peuvent pas être restitués aux donateurs. Cela les place hors de portée des créanciers et des autorités fiscales du donateur, protégeant durablement le patrimoine. Les fondations privées, similaires aux fiducies mais dotées d'une personnalité juridique propre, sont également utilisées à ces fins. Elles offrent un degré d'anonymat et de contrôle sur les actifs qui est très apprécié par les personnes à haut patrimoine. Le cas de la famille Kant, principaux actionnaires de BMW, a été cité comme un exemple de gestion patrimoniale via des structures sophistiquées. L'existence de ces instruments juridiques complexes souligne la nécessité d'une plus grande transparence fiscale internationale. Ceci est crucial pour éviter qu'ils ne deviennent des véhicules pour l'évasion fiscale ou le blanchiment d'argent à grande échelle. Les révélations des Paradise Papers et des Pandora Papers ont mis en lumière le vaste réseau de fiducies et de fondations. Ces structures ont été utilisées par des politiciens, des célébrités et des entrepreneurs pour gérer des milliards de fortunes à l'étranger. La pression mondiale pour la transparence financière continue d'augmenter, cherchant à démanteler ces structures opaques. L'arbitrage fiscal international implique d'exploiter les différences ou les incohérences entre les lois fiscales de différents pays. L'objectif est de réduire la charge fiscale globale d'un individu ou d'une entreprise à un minimum absolu. C'est une stratégie très sophistiquée qui nécessite une connaissance approfondie des traités fiscaux bilatéraux. Cela exige également de comprendre les lois internes de plusieurs juridictions pour trouver les lacunes et les vides juridiques. Un exemple pourrait être un artiste musical qui fait des tournées dans le monde entier, générant des revenus dans des dizaines de pays. Il pourrait structurer ses contrats et ses entités légales de manière à ce que les revenus de ses concerts soient imposés dans les pays où les taux sont les plus bas.
Ou bien il pourrait profiter de traités de double imposition favorables qui éliminent ou réduisent l'impôt à payer. Cela se produirait à la fois dans le pays d'origine du revenu et dans le pays de résidence de l'artiste. Il s'agit de rechercher la voie fiscalement la plus efficace pour les revenus en déplaçant les bénéfices à travers différentes juridictions. Cela minimise la charge fiscale totale de manière légale, mais souvent critiquée pour son impact social. Un autre scénario est la double non-imposition, où un revenu n'est imposé dans aucune des deux juridictions. Cela se produit en raison d'une lacune juridique ou d'une différence dans la classification d'un type de revenu entre deux pays. Cela peut arriver, par exemple, lorsqu'un pays classe un paiement comme dividende, exonéré d'impôts, tandis qu'un autre le considère comme une dépense déductible. Un cas très médiatisé a été celui de la stratégie fiscale de la multinationale Starbucks au Royaume-Uni. Il a été révélé que Starbucks payait très peu d'impôts au Royaume-Uni malgré ses importantes ventes. Ils affirmaient que la majeure partie de leurs bénéfices était transférée à une filiale néerlandaise sous forme de redevances et de frais. Cela permettait à la filiale néerlandaise de payer des impôts à un taux beaucoup plus bas. De plus, les redevances étaient considérées comme une dépense déductible au Royaume-Uni, réduisant artificiellement les bénéfices imposables là-bas. Bien que Starbucks ait affirmé que ces pratiques étaient légales, l'affaire a suscité un énorme tollé public et un boycott des consommateurs. Cela les a obligés à réévaluer leur stratégie fiscale en raison de la pression sociale et des dommages causés à leur image. Les gouvernements et les organisations internationales, comme l'OCDE et le G20, s'efforcent de combler ces lacunes. Ils le font grâce à des initiatives telles que le plan d'action contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, connu sous le nom de BEPS. L'objectif du plan BEPS est d'empêcher les entreprises et les particuliers de manipuler les règles fiscales internationales. Il cherche à s'assurer que les bénéfices sont imposés là où sont générées les activités économiques réelles. Cela inclut des mesures pour lutter contre les prix de transfert abusifs et l'évasion par le biais d'instruments hybrides. Elle se concentre également sur l'augmentation de la transparence des structures offshore au niveau mondial. Cependant, la complexité de l'économie mondiale, la diversité des systèmes fiscaux et l'astuce des conseillers fiscaux en font une bataille constante et en évolution. La ligne entre une stratégie commerciale légitime et une stratégie d'évasion fiscale devient de plus en plus floue et sujette à interprétation juridique. Les gouvernements mettent en œuvre de nouvelles réglementations pour faire face à ces techniques sophistiquées d'ingénierie fiscale d'élite. Ces stratégies nous rappellent constamment comment la richesse se déplace à travers les frontières. Elles montrent également comment la planification fiscale est un outil fondamental pour ceux qui ont accès à des ressources financières et à des conseils de premier ordre. Pour nous, explorateurs, il est essentiel de comprendre ces mécanismes complexes. Cela nous permet de voir au-delà de la surface et de comprendre comment fonctionnent les structures économiques mondiales. Si cette exploration des labyrinthes fiscaux des célébrités vous a intéressé, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Abonnez-vous à Explorando pour continuer à découvrir les secrets du monde qui nous entoure. Vos commentaires et vos partages nous aident à continuer à démêler ces sujets complexes. Rendez-vous dans la prochaine vidéo Explorateur pour poursuivre notre quête de connaissances.